C'est quoi être le meilleur joueur du monde? Pendant une dizaine d'années, Messi et Ronaldo ont été au cœur du débat. Maintenant que c'est plus le cas, beaucoup de joueurs ont été cités comme étant le meilleur joueur du monde. Depuis le début de saison dernière notamment, il y a eu Yamal, Salah, Vitinha, Dembélé, Pedri, Rafinha, Mbappé ou encore Hakimi. Mais alors c'est quoi être le meilleur joueur du monde? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de définir un terme très populaire dans le football et de vous dire celui qui selon moi correspond le mieux à la définition que j'aurais créée. Mais avant de passer au vif du sujet, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça m'aide dans le référencement et dans le développement de ma chaîne. Le problème quand on parle de meilleur joueur du monde, c'est qu'on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Quand on dit le meilleur joueur du monde, certains nous diront que c'est celui avec les meilleures qualités intrinsèques, techniques, physiques, intellectuelles et mentales. D'autres nous diront que c'est le plus performant, et certains, dans la performance, mettront en avant la régularité, la constance, le fait d'être décisif dans les grands matchs, le fait d'être différentiel, le fait d'être influent dans le jeu de son équipe. D'autres nous diront que c'est davantage une question de régularité au fil des saisons, le fait de maintenir un haut niveau pendant plusieurs années. Pour moi, être le meilleur joueur du monde, c'est un peu de tout ça, et j'essaie de créer et de peaufiner au maximum une définition du terme meilleur joueur du monde. Ceci dit, je pense qu'elle est encore incomplète et qu'elle pourrait toujours être améliorée. Ma définition est la suivante. Le meilleur joueur du monde est celui qui, sur une période suffisamment longue pour être évaluable, au moins une saison, parvient à élever le niveau de jeu de son équipe grâce à son impact, c'est-à-dire sa capacité à influencer le cours du jeu et ou le résultat. Il faut que son impact se manifeste de manière constante et dans le plus grand nombre de contextes possibles, que ce soit en club ou en sélection, face à des adversaires faibles et surtout de haut niveau, face à des équipes offensives et défensives, dans des périodes favorables comme défavorables, ou en termes de temps fort, de résultats temporaires ou de contexte collectif, et aussi bien en compétition régulière qu'en tournoi majeur. Celui qui correspond le mieux à ma définition selon moi, c'est Yamal. Pourquoi? C'est un joueur qui a connu des résultats collectifs excellents depuis l'Euro 2024. En club comme en sélection, ce qui souligne son impact important, il a gagné 4 des 6 trophées auxquels ses équipes ont participé, l'Euro 2024, la Liga 2025, la Coupe du Roi et la Super Coupe du Roi. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions 2025, mais il a été éliminé en demi-finale en prolongation au bout du bout. Il n'a pas gagné non plus la Ligue des Nations, où il a perdu en finale tir au but. Soit il a gagné, soit il a été compétitif dans toutes les compétitions que ses équipes ont jouées. Le tout sans pour autant être le grand favori dans ces compétitions-là. Par exemple, c'était la France, l'Allemagne et l'Angleterre les favoris à l'Euro, et le Real pour la Liga lors de la saison dernière. J'ai choisi Yamal aussi parce que c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, perd rarement, ce qui souligne encore une fois son impact important. Depuis l'Euro 2024, il a été titulaire 70 fois, il a perdu seulement 6 matchs, soit 8% de ses matchs. Sur ces 6 matchs, il y en a 2 matchs qui n'avaient pas eu d'incidence sur la suite de la compétition. Dortmund, seule défaite avec plus d'un but d'écart, t'avais gagné 4-0 à l'aller. T'as aussi Villarreal où t'étais déjà champion d'Espagne. En autre défaite, il y a eu Monaco où t'as joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes. Leganés où il est sorti sur blessure. L'Inter où tu perds en prolongation. Et enfin le Paris Saint-Germain où il n'était pas à 100%. À chaque fois, il y a un contexte qui atténue la performance individuelle ou collective, ce qui souligne sa capacité à avoir un impact important sur ses équipes. C'est aussi la raison pour laquelle il est inamovible en club comme en sélection, a priori même au détriment de sa condition physique. Son indispensabilité ne se fait pas uniquement remarquer par sa présence, mais aussi par son absence. Depuis la saison dernière, quand Yamal a été titulaire avec le Barça sur 56 matchs, avec 43 victoires, 7 nuls et 6 défaites, en pourcentage ça représente 76,7% de victoires. Quand il a été absent par contre, le Barça a joué 9 matchs sans Yamal, et des joueurs comme Rafinha, Pedri étaient présents, ça a donné lieu à 5 victoires, 1 nul et 3 défaites, soit 55,5% de victoires. S'il est si important collectivement, c'est parce qu'il est un immense générateur de situations favorables. Le meilleur joueur du monde pour ouvrir des espaces par le dribble, il a aussi une qualité de passe et de frappe mi-distance incroyable, et également car il est le seul joueur actuel qui est capable de recevoir le ballon à 20, 30, 40, 50, 60 mètres du but, et qui grâce à ses qualités est capable de transformer une situation sans danger en situation avantageuse, et ce de manière régulière et dans n'importe quel contexte. En sachant en plus qu'il est très souvent excentré sur le côté droit, qu'il doit souvent faire face à un ou deux joueurs en marquage. S'il peut faire ça, c'est grâce à l'association de plusieurs qualités que j'ai citées précédemment. À ce propos-là, il y a d'ailleurs une déclaration de Marcelo Bielsa
avec laquelle je suis totalement d'accord. Todo eso tiene una alternativa, gambetear, que es lo mejor. Entonces, si vos tenés un jugador como el win del Barça, que vos le das la pelota, no le importa si hay 10 jugadores frente a él o si hay 2. Si hay 10, gambetea igual que si hay 2. Entonces, ese tipo resuelve el juego ofensivo con independencia de cualquier análisis. Rompe el análisis, mejora a su equipo porque elimina rivales por sí mismo sin la ayuda de nadie. No necesita ni de grandes pases porque le dan pases laterales y la recibe y se los gambetea todo. Bueno, lo mismo que Messi, por decir algo, lo mismo que los jugadores desequilibrantes. Pour matérialiser ce que je viens de vous dire, je vous ai pris quelques exemples avec des screens où on voit le moment où il reçoit le ballon et ce à quoi ça aboutit sur 7 matchs différents. Contre la Real Sociedad, alors qu'il y a un partout, il vient d'entrer en jeu et reçoit le ballon à 25 mètres du but. Ça finit en passe décisive pour Robert Lewandowski. Contre Alaves, il reçoit le ballon à 60-70 mètres du but et transforme ça en situation favorable pour Rafinha. Contre Benfica, en huitième de finale retour, alors qu'il y a 0-0, il reçoit le ballon à la ligne médiale et ça l'empêche pas de délivrer une superbe passe décisive pour Rafinha. Toujours dans le même match, lorsque Benfica revient au score et récupère le ballon le long de la ligne de touche, ça se finit en but en pleine lucarne pour lui. Contre le Real Madrid en Liga, il reçoit le ballon à 50 mètres du but et transforme ça en situation nette de but pour Rafinha qui malheureusement va manquer sa tête. Contre l'Inter à l'aller, alors qu'ils sont menés 2-0 en demi-finale de Ligue des Champions, il reçoit le ballon à 30 mètres du but excentré, lors d'une phase arrêtée il transforme ça en but. Toujours dans le même match, toujours au même endroit, quelques minutes après, il se crée une occasion de franche de but qui sera stoppée par Sommer, puis déviée par le poteau. Avec l'Espagne, contre la Turquie, il récupère le ballon aux abords de sa propre surface, transforme ça en super ballon pour Ferran qui manque malheureusement son contrôle. Contre le PSG, alors même que c'est loin d'être un match référence pour lui, il récupère le ballon à 60 mètres du but, avec un Nuno Mendes en duel, et ça se transforme en situation avantageuse pour Ferran. Toujours contre le PSG, il transforme un ballon reçu à la ligne médiane en passe qui crée une occasion nette de but pour Ferran, qui malheureusement bute sur Zabarni. Bref, contre n'importe quel adversaire, en club comme en sélection, quel que soit le score, Yamal est un formidable générateur de situations favorables à partir de rien ou quasiment rien. Sur l'aspect tactique, il faut également souligner qu'Yamal est le joueur le plus surveillé du monde, car il est le seul à connaître quasi constamment des prises à deux, mais ce qui a pour avantage de laisser plus d'espace aux autres joueurs de son équipe, et donc qui leur permet de mieux performer. C'est aussi un des rares joueurs à pouvoir animer un côté à lui tout seul, qui fait qu'il n'a pas besoin d'un latéral de haut niveau pour performer, et qui masque les lacunes offensives de Koundé au Barça. L'an dernier, il a signé une vingtaine de buts et de passes décisives. C'est également le joueur qui a créé le plus d'actions qui amène un but dans les 5 grands championnats. Il avait été décisif à chaque match contre le Real ou l'Atlético, à chaque tour de Ligue des Champions, à chaque tour de l'Euro 2024, et sur ce début de saison, il a été décisif 8 fois en 7 matchs. Bref, toutes ces stats-là montrent la grande capacité de Yamal à peser sur le résultat. Malgré tout, sa candidature est loin d'être parfaite. Sur l'aspect collectif, il peut encore améliorer sa prise de décision, parfois il force trop sur la frappe, sur le dribble ou sur l'extérieur du pied. Et sur sa capacité à peser sur les résultats, il peut bien sûr marquer davantage, notamment s'il s'améliore dans les 1 contre 1. Il peut aussi gagner en constance car ça lui arrive parfois de passer à côté de sa rencontre ou de connaître des baisses d'influence au sein de ses matchs. Quand on parle de meilleur joueur du monde, certains citeront le dernier lauréat du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Si c'est pas une mauvaise réponse, car c'est un joueur à la fois important dans le jeu et face au but, je ne considère pas qu'il est le meilleur joueur du monde. Car pour moi, Dembélé c'est une grande étoile qui brille dans une constellation, à savoir le PSG, dans laquelle d'autres grandes étoiles y brillent. Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, João Neves, Vara par exemple. Je pourrais citer n'importe quel autre titulaire du PSG, ce qui explique aussi pourquoi il est pas mauvais mais clairement moins bon en EDF qui a un contexte complètement différent. Ce qui explique aussi pourquoi depuis son arrivée au PSG et avant janvier il n'a pas du tout été à ce niveau-là, car c'est un joueur qui a besoin d'un contexte collectif très favorable pour être un des joueurs les plus performants du monde. Là où pour reprendre cette comparaison stellaire on va dire, Yamal c'est davantage un soleil qui illumine les autres. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs influents, Pedri ou Rafinha, dans une certaine mesure, mais quand Yamal a été absent, ils n'ont pas autant brillé qu'ils auraient dû. Et Yamal, contrairement à Dembélé, est performant en sélection,
Il a aussi su être performant dans une équipe à la risée collectivement, à savoir le Barça de Xavi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.